que la situation est elle-même la même? La réponse est évidemment non. Et d'avoir des gens comme Gustavo qui ont fait cette évolution de leur pensée pour bien s'adapter à la conjoncture et à la situation politique évolutive, je crois que c'est quelque chose d'important. Donc tout ça pour vous dire que tout ce qui a été mené en Amérique latine, aujourd'hui, pour nous, au Secours catholique, toutes les options qui ont été prises dans les différentes conférences que je viens de citer, et cette intervention prioritaire sur les plus pauvres, nous ont conduit, au fil des années, à considérer que c'est aux côtés de cette Église des pauvres que le Secours catholique doit intervenir. Mais je dis bien aux côtés de cette Église des pauvres. Ce qui, dans notre action aujourd'hui, vous allez le voir après, nous a fait choisir nos interlocuteurs. C'est bien l'Église des pauvres auprès de laquelle nous sommes. Donc nous ne sommes pas dans toutes les zones d'Amérique latine, mais nous sommes bien auprès de ces églises qui se mobilisent auprès des pauvres. Je crois que ça, c'est quand même quelque chose d'important. Alors, qu'est-ce que ça nous a apporté tout cela? Faites attention à l'horaire parce que j'ai 25 minutes et j'ai plein de choses à vous raconter. L'apport fondamental pour nous, c'est le concept de pastoral social, que nous retrouvons d'ailleurs aujourd'hui en France, lorsque nous sommes engagés dans la démarche de Diaconia 2013 et lorsque nous, Secours catholique, nous sommes à recruter des salariés pour encadrer nos équipes locales, nous disons que nous avons besoin d'agents de pastoral social. On n'a pas inventé le terme. Le terme, d'après mes équipes, il est apparu en 1965 au 2e congrès latino-américain de Caritas à Bogota. J'espère qu'ils ne se sont pas trompés. C'est ainsi que les Caritas de ces pays ont pris le nom de secrétariat de pastoral social. Et je trouve que ça, c'est un élément extrêmement important qui doit nous aider aujourd'hui à réfléchir, parce que qu'est-ce que c'est que la pastorale sociale? Qu'est-ce que c'est que la pastorale, d'abord, selon nous? La pastorale, c'est la pratique de l'Église au service du royaume de Dieu, un royaume qui se construit au quotidien, ici et maintenant. Je répète parce que j'ai trouvé que cette définition est assez précise, et c'est celle qu'on retrouve dans les textes des épiscopats latino-américains. Nous n'avons évidemment pas inventé. C'est la pratique de l'Église au service du royaume de Dieu qui se construit au quotidien, ici et maintenant. Vous voyez bien que, pris comme ça, ce terme ne nous pose aucun problème, ici en France, lorsque, Secours catholique, nous voulons être au service des plus pauvres. Parce que la pastorale de l'Église, la pastorale sociale, conduit l'Église à analyser, à étudier tout ce qui concerne, tout ce qui conditionne la vie des hommes. Et donc, inéluctablement, elle conduit à une critique sociale et politique du système à partir de la foi, de l'espérance et de la charité. Elle conduit nécessairement, alors le critique, vous pouvez le mettre avec un grand C, c'est-à-dire à une analyse critique du fonctionnement de la société, parce que c'est le fonctionnement de cette société qui conditionne la vie des hommes. Et quand on est dans la situation qui est celle de l'Amérique latine au moment où ce concept de pastoral social a été mis en avant, on voit bien que ces églises des pauvres étaient dans une situation qui en effet conduisait l'église de ces pays à prendre des positions assez fermes. Et derrière cette idée, la pastorale sociale, elle a une vraie fonction prophétique. Ça aussi c'est important. Nous ne sommes pas là uniquement pour critiquer, pour faire une analyse critique des situations, mais nous sommes là aussi avec un rôle prophétique pour essayer de faire comprendre la réalité dans l'ensemble de ces complexités, c'est-à-dire comment les phénomènes s'enchaînent les uns aux autres. Et c'est pour nous, aujourd'hui, dans notre pratique sociale du Secours catholique, un élément extrêmement important. Lorsque nous recevons une personne qui vient nous demander de l'aide d'urgence, si nous n'avons pas cette logique de la pastorale sociale, c'est-à-dire d'essayer de comprendre quelle est la complexité dans laquelle la personne est insérée,
eh bien nous aurons beau l'aider en lui donnant 50, 100, 150 euros, nous n'aurons rien changé à sa situation de fond. C'est ça l'idée de la pastorale. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle en est là? Quelle est la complexité de sa vie? Voilà, donc je voulais vous insister sur ce point parce que c'est pour nous probablement l'enseignement le plus important. Alors, j'ai utilisé le terme pastoral social plus que celui de théologie de la libération parce que nous ne sommes pas exactement dans le même contexte. Notamment parce que lorsque cette idée de la théologie de la libération s'est mise en place, nous étions en Amérique latine dans une lutte contre l'impérialisme. Il faut se rappeler cette affaire. Et comment l'exploitation des peuples était liée à l'impérialisme. C'est en cela que la situation a changé. La domination a changé de nature. Et donc il est difficile pour nous de reprendre cette idée sans la revisiter à l'aune de nos réalités. Tandis que la pastorale sociale telle que je viens de vous la définir, celle-là, il n'y a pas de problème, on est toujours dedans. Et je pense que pour nous, en tout cas au Secours catholique, c'est vraiment ce qui nous paraît l'élément le plus important. Comment, aujourd'hui, tracer des pistes d'avenir pour une société plus juste et plus fraternelle. Ça nous conduit, et c'est ma troisième partie qui sera la plus longue, à dire à quoi aujourd'hui nous nous intéressons lorsque nous aidons, nous soutenons des initiatives des Caritas, mais en l'occurrence des églises d'Amérique latine, puisque les Caritas dans ces pays, je vous rappelle le nom, secrétariat de pastoral social. Contrairement à nous, ce sont des instruments de la conférence épiscopale. C'est-à-dire que c'est vraiment, le lien il est fait. Nous, il n'est pas fait. Nous, on est loi de 1905. Séparation de la vie associative et de la vie cultuelle. Ce qui est d'ailleurs une difficulté, je ne vous le cache pas, parce que pour les évêques comme pour nous d'ailleurs. Parce que nous sommes, et le CCT a les mêmes problèmes d'une certaine manière, nous sommes théoriquement indépendants et pratiquement nous sommes totalement liés. Nous sommes service d'église. Et dans ces pays, le secrétariat de pastoral social il est lié aux épiscopales de ces pays. Donc lorsque nous aidons les Caritas, nous aidons directement la pastorale ecclésiale au service des plus pauvres. Et alors, c'est là où c'est intéressant de voir ce que ça veut dire. Parce que qu'est-ce qu'elles font, ces pastorales sociales, très concrètement? Alors attention, il y en a plusieurs, parce qu'elle est engagée, ces pastorales sociales sont engagées dans plusieurs processus de changement. Et c'est ça qui est important, parce que ça nous a posé problème vis-à-vis notamment de nos bénévoles et de nos donateurs qui ne comprennent pas très bien toujours ce que nous faisons dans ces pays. Peut-être qu'en faisant le détail des processus, vous allez mieux comprendre. Il y a d'abord des processus de développement. C'est du développement économique, mais là, probablement que Guy en parlera plus directement que moi. Je crois que le CCT est plus engagé que nous sur ces processus de développement économique. Mais il y a tous les processus de paix, avec l'intervention d'abord dans les conflits, pour essayer de trouver des pistes de sortie des conflits, et surtout du soutien aux victimes des conflits. Tous les processus de paix. Nous avons ensuite l'aide au processus de démocratisation. Qu'est-ce que ça veut dire, l'aide au processus de démocratisation? Ça veut dire que nous aidons à la formation d'élites, la formation de conseillers municipaux, de juges de paix, de députés, de députés provinciaux, de conseillers municipaux. Donc l'aide à la transition démocratique pour la sortie des dictatures, parce que je vous rappelle qu'au démarrage 65, nous étions dans une région de dictature. Nous sommes sortis des dictatures et nous sommes entrés dans un système de démocratie formelle. Mais après, il faut que la démocratie se trouve assise. Donc une bonne partie de ce que nous faisons, c'est une aide au fonctionnement de la démocratie. Mais nos donateurs ont beaucoup de mal, je vous le dis comme ça au passage, ont beaucoup de mal à comprendre quand on dit qu'on forme des élites. On dit maintenant, on n'est pas là pour former des élites, on est là pour donner à manger. Et oui, sauf que vous donnez à manger, mais si vous n'aidez pas à ce que se construise un minimum de structures démocratiques, vous resterez dans la situation de domination, qu'il s'agisse des latifondières ou des multinationales américaines. Les processus d'empowerment, alors, excusez-moi, je me fais un peu plaisir, d'autonomisation des personnes. On utilise beaucoup le mot empowerment. Je ne le dis pas en espagnol, je suis incapable de le dire. Je crois que ça s'appelle empoderamiento. Voilà. L'empoderamiento des plus pauvres.
mais c'est l'autonomisation des plus. Nous sommes engagés dans un processus de transformation sociale, de transformation des structures de la société. Si nous voulons construire une société plus juste et plus fraternelle, nous n'avons pas le choix. Alors nous intervenons régulièrement pour aider l'ensemble de ces processus. Voyez-vous, paix, formation des élites, développement, forums sociaux, reconstruction d'un tissu social. Je vous prends un exemple dans la reconstruction d'un tissu social. Bon, c'est l'exemple actuel, mais c'est Haïti. Lorsque nous intervenons à Haïti pour reconstruire des centres communautaires, qui quelquefois d'ailleurs abritent une église en même temps qu'une école, ce qui nous amène à reconstruire des églises, c'est parce que l'église dans ce pays est un lieu de cohésion sociale. L'église est un lieu de rassemblement et en même temps un centre communautaire. Et l'école d'ailleurs est souvent exactement à côté. Et donc, c'est important parce que si nous ne participons pas à ce genre d'opération, y compris dans le cas d'Haïti, la reconstruction d'églises, je crois que nous ne participons pas à ces processus qui ne sont pas les nôtres, qui ne sont pas exactement les nôtres, mais qui sont leur processus à eux. Voilà. Moyennant quoi, 1500 km plus bas, l'Amazone est complètement pourrie. Et donc les communautés qui sont 1500 ou 2000 km plus bas sont aujourd'hui dans l'incapacité d'utiliser l'eau de l'Amazone parce qu'elle est complètement polluée. Donc on se bat en amont avec les communautés locales pour le respect de l'environnement au profit des autres. Vous voyez quelle est la complexité? Mais dans le même endroit, on se bat pour qu'il n'y ait pas d'accaparement des terres par les exploitations multinationales. Et donc il nous faut former, c'est là qu'on retrouve les élites, des conseillers municipaux, des juges, pour donner raison aux paysans lorsqu'ils défendent la propriété de leurs terres. Nous essayons de soutenir les efforts des députés locaux. Nous essayons de permettre à des jeunes, je pense notamment aux jeunes que nous avons aidés, c'est en Colombie, qui étaient tentés de prendre les armes devant la crise et l'absence totale d'emploi, pour éviter qu'ils prennent les armes et qu'ils rejoignent la guérilla, dont on pensait qu'elle n'avait quand même que peu d'espoir, leur redonner les capacités de travail sur le terrain. Ce n'est pas facile à faire comprendre, mais pourtant c'est essentiel.